Vinci, tu lis. Vinci, tu lis. Tu lis du prochain? Qu'est-ce que tu lis? On va tout dire. On va tout vous dire. Patience. C'est le silence avant la tempête. Non, non. Ah non, non, pas de tempête. La Hein. dernière fois, ça Ah oui. Ah oui, c'était houleux. Alors avant le soleil. Vous préférez le soleil? Oui, je me rappelle, la dernière fois, j'étais là. Ah ouais. C'est un peu hypnotisant, c'est trop pratique. Mais j'ai trouvé assez bien la dernière fois, ça sort un peu de l'habitude. Hein. Là, Ça casse les codes. c'était pas mal. Hein. Puis j'avais pas pu la voir à Vevey, alors ça tombait bien. Elle était passée aussi à Poésie en ville. Ah, mais ça je l'ai pas vu du tout. L'art contemporain. Voilà, bien le bonjour à tout le monde pour cette deuxième édition des lectures au Bain des Paquis, donc les apéros poétiques 2025. Aujourd'hui va nous lire un certain nombre de ces textes Vinci Fasciani, ici présent. Comme il est présent, je ne le présente pas. Il faut savoir qu'il a fait éditer plus d'une vingtaine d'ouvrages, donc son œuvre est nombreuse et mémorable. Nous aurons l'occasion de parler en aparté tout à l'heure de quelque chose qui est aussi important, c'est le là, c'est-à-dire une publication qui remonte maintenant à pas mal d'années, et nous vous en parlerons à la fin des lectures. Des lectures, c'est des textes de Vinci qui vont être publiés sous peu incessamment aux éditions des Sables. L'éditrice est parmi nous. Et je clorai cette petite introduction en disant simplement que pour moi, hein, mais c'est vraiment à titre personnel et subjectif, ce qui caractérise la poésie de Vinci, c'est la surprise, c'est surtout l'imprévisibilité, donc je me réjouis de l'entendre. Merci. On va essayer de l'enfiler là, c'est pas facile. Oui, je crois. Vous entendez bien là? Bon, j'ai préparé une petite introduction qui va peut-être répéter certaines choses qu'il a dit, mais évidemment autrement. Moi, je suis un poète d'occasion pour deux sens. Un, parce que je ne suis pas tout neuf, et deux, parce que c'est l'occasion, par exemple celle-ci, de vous lire mes poèmes. Là, il y a une valise, c'est exprès parce que je suis toujours en train de partir, mais je ne sais pas où. Alors, en ce jour d'hiver du 25 janvier 2025, je vous souhaite à toutes et à tous un moment de poésie partagée dans cette yourte où le souffle des mots prend soin de nous. Je remercie pour cette invitation. Pendant un peu plus d'une demi-heure, nous laisserons la poésie tisser son fil. Je suis en train de lire ma présentation car les examens oraux ont toujours été mon talon d'Achille. Je préfère l'écriture pour ne pas trébucher sous mes propres pensées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vinci Fasciani. Je suis né dans un petit village de 2700 âmes au sein d'une famille catholique fervente. Mon père italien avait combattu en Libye, tandis que ma mère, valaisanne, descendait d'une lignée qui autrefois veillait sur la diligence reliant Brigue au col du Simplon. Entouré par un monde villageois simple mais lourd de traditions, je me suis réfugié dans les pages des livres que ma mère rapportait de la bibliothèque. Enfant de cœur, mes matinées étaient rythmées par les prières à l'église avant de rejoindre l'école où je subissais les moqueries de mes camarades. Ces moments difficiles s'évanouissaient lorsque je plongeais dans les récits d'aventure, trouvant aussi du réconfort auprès de ma sœur cadette d'un an, ma Benjamine. La littérature est devenue mon refuge, un échappatoire, en réalité parfois trop étouffant.
La littérature est devenue mon refuge, un échappatoire, en réalité parfois trop. Je sais ce que je vais faire, partager tête baissée quelques poèmes où j'ai trouvé une source durable de joie et de contentement. Je vais faire, partager tête baissée quelques poèmes où j'ai trouvé une source durable de joie et de contentement. Mariana Dessalines se tenait devant moi. Elle écrivait des poèmes qu'elle glissait dans des bouteilles, avant de les lancer à la mer, espérant que ces mots seraient lus par des êtres humains lointains dans des siècles à venir. Ce rêve a donné naissance au recueil que je tiens presque dans les mains, c'est sur la valise. J'ai simplement continué d'écrire à sa place et au féminin les poèmes de cette femme apparue dans mon songe. Mon voisin palier m'a traité de poète drag queen, mais bon, c'est pas grave. Je le laisse parler. Il est gentil. Alors, je commence. Alors, ça, j'aime bien les jeter par terre. Voilà. Je me rappelle, il y a longtemps, quand je fréquentais les théâtres, j'étais toujours légèrement en retard. L'ouvreuse me montrait le chemin avec sa lampe électrique. « Le rideau va se lever », me disait-elle. La panique s'empare de moi. J'ouvre ma bande dessinée préférée, Gaston Lagaffe. Je hoche la tête et souris, apaisé, détendu. Je suis perdu dans la beauté. Je cherche parce que je me sens incomplète. J'ai besoin d'être complète. Je n'ai cure de faire le recensement, l'inventaire de mon infortune. Éternelle amoureuse, je ne peux me résoudre à rompre les liens qui m'unissent à la réalité telle qu'elle se donne à moi. Une offrande, un amour qui n'appartient à personne, carte blanche, sans gêne, une partie de la nature. Je ne me blottis plus dans les chuchotements des confessionnaux de mon enfance. Aujourd'hui, mes lieux de consolation sont les boulangeries ou parfois les bras d'un homme de passage. J'ai appris qu'il faut que je procède lentement pour faire bien ce que je fais. Tard dans la soirée, je marche une ronde rituelle avant de rentrer faire le tour de mes pensées. Elles crapahutent à la queue leu dans ma tête. Je vais les suivre, les approuver peut-être, les flanquer dehors. Le sommeil tarde à pointer le bout de son nez. Je me glisse dans le lit à côté de moi et comme l'a écrit Camille Claudel à Auguste Rodin, je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là. Le moment est venu de laisser place à la musique du jaillissement, comme une source d'eau chaude qui jaillit par intermittence. Je me remémore l'oiseau de feu d'Igor Stravinsky, la vallée des geysers de Kamchatka en Russie. Je vais aller à l'école, réapprendre à lire et à écrire, sans embarras, ni entrave, ni servitude. Je me sens vaincue, mais contente. Il devrait exister un baromètre de la liberté qui mesure les éruptions poétiques, les formes stylistiques communes de l'amour. Je vais nager en eau libre. Je vais mourir seulement parce que j'ai fini d'être. Je risque de me retrouver en prison comme une bonne à rien. Que 2 et 2 font 4, c'est dramatique. Je dois créer ma propre poésie, ne serait-ce que pour arriver à me comprendre. De toute façon, je n'aime pas être tenu en laisse. Je sors directement pour marcher, je n'arrête pas de gamberger, je chante d'une voix gutturale, une simple voix au milieu d'une vie commune, curieuse, familière, abordable, populeuse. Ça va toujours? Je cherche la mélodie d'une langue commune, mais comme l'a exprimé José Ortega y Gasset,
Si l'être humain peut habiter où il veut, c'est qu'il manque d'habitat. L'être humain est-il un intrus dans ce qu'on appelle la nature? Le placenta humain n'appartient peut-être pas à ce monde. Il est oublié dans le ventre d'une terre-mère imaginée. Cela peut ressembler à de l'ingratitude. Fiévreuse, je me concentre de toutes mes forces sur son visage. Laisse-moi me blottir dans tes bras en silence. Je peux faire telle chose ou telle autre. La vie est à faire. Un monde sans bordure, une série de villages sans fin. Je suis mûr pour la vie, je bataille contre les ombres, tel est l'état d'une vie en éveil. Je connais un endroit sibyllin kabbalistique, une étale colorée d'épices, de fruits et légumes. Le présent est-il déjà révolu? Une vie fragile dans laquelle je suis entré autrefois, nu et habillé tout à la fois. Je brume. Avec la bêche oubliée d'un jardinier, je déterre les idées généreuses au cœur du jardin potager aborigène du monde. J'achète un baromètre pour mesurer l'entente entre moi et le vivant. Je file à la boulangerie avant qu'elle ne ferme. Je rêve d'une tartine de confiture aux framboises. Le réel doit être possible. En me couchant le soir, ayant posé dans les angles mes petits pots remplis de gros sel, je me sens comme la maîtresse du rêve, une chamane masquée et scellée anachorète. Ma nuit va être suggestive. Avant d'être, sans être encore, j'arrive à être sans manquer de temps. Parfois j'assiste à mon propre espace de vie comme un témoin éloigné, dans une demeure où je récolte peu à peu les amorces de la joie de vivre, un brin de félicité. J'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je déchire le voile qui recouvre la chair de ma vie, cette chair qui s'exprime par les mots. Je comprends maintenant pourquoi j'ai renoncé à être populaire. C'est pour mieux vivre mon désir d'autonomie. Mon antenne mystique est trop petite pour un corps si lourd. Une allégorie à la recherche de l'utile, une nécessité pratique. Je vais faire de mes fesses rebondies une aubaine, un avantage inespéré. Parfois, je me rends dans un café à Carouge tenu par un Sicilien. Je discute des nouvelles du jour aux heures creuses avec quelques clients. Le printemps vient à peine de se poser sur une terre recroquevillée par un long hiver. Je demande pardon à la terre d'argile. J'ai jeté, bon gré mal gré, un peu de ma liberté sur le compost au fond du jardin. Il pleut et je marche joyeusement dans la gadoue. Ma vie elle-même abdique et s'incline devant la pensée malhabile qui m'entoure. Elle s'est mise de travers dans ma floraison encore immature. J'essaie de m'imaginer me trouver au milieu d'une prairie agrémentée de coquelicots. C'est la fleur des champs idéale. Elle est comme moi, elle ne réclame quasiment aucun soin. Peut-être que chaque personne bénéficie d'une double existence. On va s'en aller tous les deux. Oui, ça va encore. J'engage un processus de paix avec le monde qui m'entoure. J'aimerais être partout chez moi, c'est ainsi tout simplement que devraient aller les choses. À moi toute seule, je contredis la théorie de l'évolution, lourde, lente, mal adaptée. J'essaie de m'apprendre comment m'y prendre. Rien de plus insipide qu'une vie au désir bien aligné. La joie s'ouvre toujours un chemin en nous, une joie qui n'est pas farouche, mais durable.
Je marche sur le sable, je respire une matière première de vie, poussée jusqu'au vide, une vie où je me sens immergé, sans intimidation ni mutinerie, l'affirmation d'un fruit vivant. Je connais la valeur du no-bol. Je vais faire les courses, la supérette et mon naos singulier. Je m'assieds ensuite sur un banc, un moineau me mange dans la main. Je me lève, avance d'un pas vers une lumière tamisée, bavarde, pour ne pas finir par voir toutes les choses se mettre de niveau, vivre l'instant sans laisser de traces dans les souvenirs, une vie claire et féconde, enjouée. J'échappe aux vicissitudes de la vie elle-même, comme l'eau s'échappe d'un panier à osier. Même les sciences naturelles s'accommodent de l'énigme qu'est l'être humain. Éternelle amoureuse, je n'exige rien, je ne cherche pas justice et poésie. La vie est unique, légendaire, pourtant composée de fugaces instants. Ma chambre est dans un fouillis insouciant. Il ne fait pas de doute que la terre du cimetière et le gravier des allées ont été négligés. Les mauvaises herbes laissent libre cours à mon imagination hyperactive et sémillante. Si près de la mort, les garde-fous deviennent superflus, j'aimerais me mouvoir selon un autre point de vue. Encore deux, et puis encore deux d'un autre livre en préparation. On n'entend plus que les bruissements de ma robe à foufrou. J'arpente le couloir silencieux qui me sépare de la cuisine. Je vais me tirer d'affaire sans aucun doute. L'atmosphère est bouffonne. Mes pensées prennent un meilleur cours. C'est un matin de printemps alentour. Les cloches de l'église voisine carillonnent. La saison initiale arrive, luxuriante, gorgée de pluie printanière. La sève monte toujours, elle va son chemin. Un mulot s'échappe au fond du jardin. J'aurais voulu humecter mes lèvres desséchées par la soif. Je m'ouvre vers le dedans et le dehors en même temps. Une fois les rêves dessinés et mis à sécher sur l'étendage, ce dispositif ésotérique sur lequel on étend toutes sortes de choses. Je vais au casse-pipe, muni d'une multitude de pinces à linge colorées, pour éviter que les rêves dessins ne s'envolent. Une abeille bourdonne, il y a des jours où tout est comme ça. Et la dernière de ce livre, je n'ai pas besoin d'être gouverné pour survivre. Que je dorme ou que je veille, ma parole se contente de tourner autour du fait. Malicieusement, je désobéis lorsque je vis, lorsque j'écris. Je me réveille aussi radieuse qu'un enfant tenant une sucette. Je vais tomber dans la mêlée, un coup de théâtre, je vais mon chemin. Quand on y pense, la beauté m'est familière. Mes pensées continuent à tourner autour de la Terre, ma vie s'articule de multiples mondes, localisés dans une voie lactée terrestre, un pas après l'autre. Voilà pour ce livre. Bon, on va jeter ça aussi en entier. Et là, c'est un petit livre en préparation qui s'appelle, il sera peut-être publié dans 2 ans, on verra, qui s'appelle Échantillon détachable, sous-titre post-it. Et j'aurais bien aimé qu'il soit composé des post-it. Alors, on va voir ça, ouais. J'ai eu une vision hier après-midi, comme celle que j'invente dans mes poèmes. C'est comme mettre en route des bébés pour le meilleur et pour le pire. J'ai rencontré une femme qui ressemble à un bonbon acidulé. Son visage commence à danser sous mes yeux. J'ai envie de glisser ma main sous son chemisier. Je lui offre une limonade de gingembre. Soirée tropicale, je me mords la lèvre. Là, je vais succomber de privation sexuelle. Je déboutonne son chemisier à fleurs. Ses seins ont bon goût, mais je ne veux pas entrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, c'est fini. Je
voudrais pas faire trop long parce que je trouve que la poésie, elle a besoin de se sédimenter par la suite, quoi. Et, enfin, même pour moi qui la lis. Ouais. Voilà, je te laisse. Non, moi je vais passer la parole au spécialiste de la question. Donc si Michel, tu veux nous présenter viens ici. aussi longuement que tu veuilles le projet réalisé, hein. La publication, le là. Tu peux marcher dessus, c'est pas des feuilles mortes, c'est des feuilles vivantes. Et j'abandonne momentanément. Oui. Moi je vais m'asseoir là. J'ai les pieds, j'avais pas prévu. Je peux vous enregistrer? Oui. Voilà, il y a maintenant plus de 40 ans, ça c'est le premier numéro, c'est pas le format réel, hein. C'est le format qui a été choisi après, je vais vous le montrer. Voilà, c'était ça le format qui a été il y a eu 13 numéros en tout de cette revue. C'était plutôt ça, c'était au début parce qu'on ne savait pas encore. Après, ça a été ça, le format. C'était un format cadre. C'était, disons, alors, je vais expliquer un peu ce que c'était. Court, hein, bref. Brièvement, parce que j'ai soif. Oui. Très court. Ce groupe, c'était un groupe qui était en fait initialement de 4 personnes, dont Vinci, avec des tas de gens évidemment qui tournaient autour et qui, soit de manière physique, soit en envoyant des textes. Et puis en fait c'était un groupe qui était très fortement marqué par le surréalisme, mais on ne s'est jamais dit surréaliste, hein. Jamais dans la revue, ce mot n'a été utilisé par nous. Mais c'était clair que c'était notre tendance, c'était évident. Et c'était en fait un groupe qui vivait l'écriture, et pas que l'écriture, aussi l'image, et même à travers ce que faisait Vinci, certaines fois le théâtre, de manière, je dirais, très proche justement de ce que continue à faire sa poésie, c'est-à-dire la surprise, la rupture, cette espèce de volonté d'ouvrir la réalité à quelque chose d'autre. Vous savez, le surréalisme, c'est le monde, dans le fond, du rêve, de l'inconscient, du texte automatique. On a exploré tout ça à travers différents moyens, l'écriture automatique, le rêve éveillé, l'hypnose, des choses comme ça. Ça a duré, l'expérience elle-même, avant que le groupe, je dirais, a duré à peu près 4 ans. Il y a eu quelques petits, jusqu'en 82. Voilà. Ça a commencé en 78 et ça a duré jusqu'en 82. 4 ans, c'est peu, beaucoup en même temps, parce qu'on se voyait pratiquement tous les jours. Et tous les jours, pratiquement, on faisait des choses. Et beaucoup de gens venaient aussi nous voir, restaient un moment, repartaient. Enfin, voilà, c'était très vivant. C'était une grande aventure. Ça a été une très grande aventure. On l'a vécu avec intensité, parfois dramatiquement parlant. C'était pas facile. On était une ovni dans le paysage genevois, complètement. On était à part. Il y a eu un certain temps pour qu'on commence à parler de nous, ça a été le cas au bout d'un moment. La revue, si vous voulez, voilà, on a, j'ai envie de dire cette année, c'était le centenaire du manifeste du surréalisme, et ça a été pour nous l'occasion de ressortir cette revue sous une espèce de coffret, une réédition de cette revue, parce que évidemment c'était impossible de rassembler autant de la collection complète avec autant de numéros. Là, c'est une réédition qui s'est faite en 150 exemplaires. Voilà. Des 13 numéros dans le format, mais on n'a pas pu respecter ce qu'était au départ. Au départ, chaque numéro avait une couleur particulière de papier. Aujourd'hui, c'est hors de prix, étrangement. Alors qu'à l'époque, c'était ce qu'il y avait de moins cher. Et c'est en quelque sorte toute l'histoire de cette aventure qui a duré donc 4 ans et qui a été en fait un moment, je dirais, où chacun de nous a trouvé quelque chose, une démarche à poursuivre, une voie à suivre par rapport à ce qu'il était, par rapport à sa vision aussi personnelle des choses. On était un groupe en même temps, vous savez, le terme d'égrégore. Je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire, je vais essayer de vous l'expliquer. On connaît ça. Des personnalités qui, ensemble, composent une sorte d'entité particulière, où chacun, en quelque sorte, apporte sa personnalité, mais
la personnalité qui se forme avec le nombre de gens est différente de celle de chacun. Il y a des tas d'exemples au niveau de la musique, hein, les groupes de musique qui sont connus, comme les Beatles, c'est ça. Chacun a son génie propre, mais le groupe, ensemble, compose quelque chose d'autre. Je ne veux pas dire plus génial, c'est pas forcément le cas, mais autre. Voilà. Et le là, c'était ça. Quand je relis les... C'est très étrange parce que j'ai tout lu, j'ai lu les 13 numéros petit à petit, et je me suis dit, je reconnaissais chacun, et puis quelque chose de plus dans chacun, y compris moi-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vinci et moi sommes pratiquement pour différentes raisons, je ne veux pas rentrer dans le détail, sommes pratiquement les deux derniers représentants de cette période, je dirais,